Hello, bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. La suite de l'histoire de la Golden Dawn. Dans mon dernier épisode, je vous ai raconté les débuts d'une société secrète très particulière, la Golden Dawn. L'intérêt de connaître ce pan de l'histoire, c'est que les enseignements de cette organisation ont eu une influence majeure sur tout l'ésotérisme occidental, donc celui que vous pratiquez aujourd'hui si vous écoutez des podcasts sur le tarot. Donc vous pouvez très bien ne pas connaître le nom de cette organisation, mais elle a déjà une influence sur votre vie aujourd'hui, donc ça vaut la peine de voir d'où ça vient. Alors dans le dernier épisode, je vous ai raconté le contexte dans lequel elle s'était formée. C'est la fin du 19e siècle en Angleterre, un moment où on se sent en gros déchiré entre le rationalisme scientifique qui va avec l'industrialisation galopante et une envie incoercible de romantisme, de fantastique, pour réenchanter un monde que les fumées de l'industrie menacent de rendre tout gris. Et en 1888, 3 amis ont découvert, soi-disant, un manuscrit secret contenant des descriptions de rituels initiatiques et ont fondé l'organisation. Et celle-ci rassemble assez vite des figures majeures de la vie intellectuelle à Londres, des poètes, des écrivains, des journalistes, des actrices, des personnes dont l'œuvre est souvent très influente. Et je vous ai donné quelques exemples d'univers, de romans et de films qui descendaient en droite ligne de tout ça. J'ai cité Cthulhu, Indiana Jones, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, John Carter de Mars, Tarzan, donc des choses que vous connaissez. Donc tout ça, c'était pour vous donner une idée du niveau d'influence que peuvent avoir les membres de la Golden Dawn sur les arts et les idées encore aujourd'hui. Mais vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on y fait à la Golden Dawn? Qu'est-ce qui se passe derrière la porte? Je vous propose donc de plonger un peu dans les enseignements ésotériques d'une des plus importantes sociétés initiatiques qui ait jamais existé, parce que ce sont eux en fait qui ont inventé l'occultisme moderne. Alors, leur vision de la magie est un mélange de mysticisme et de psychologie. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose de très nouveau parce que il s'agit à cette époque-là de réconcilier de très anciennes pratiques avec la nouvelle vision scientifique de l'esprit. Donc, je vais d'abord parler un petit peu de leur magie et ensuite de son but. Alors, la Golden Dawn pratique ce qu'on appelle une magie théurgique, c'est-à-dire basée sur l'invocation de forces spirituelles pour obtenir des effets sur notre vie concrète. Dans le tarot qu'on a aujourd'hui, notamment dans le tarot Rider-Waite, c'est vraiment la carte du magicien, le battleur, qui résume leur pratique. Donc c'est pour ça que eux l'appellent justement le magicien et pas le battleur comme dans le tarot de Marseille en français. Un battleur, c'est un peu trivial à l'origine, c'est un illusionniste de foire, donc ça leur plaît pas vraiment. Ils l'ont transformé en magicien et lui ont donné une posture beaucoup plus théâtrale. Alors sur cette carte, le premier arcane du tarot, on voit un magicien qui tend sa baguette vers le haut pour aller chercher son pouvoir magique sur un plan supérieur, parce qu'il est aidé par les forces spirituelles, et de l'autre main, il fait ensuite descendre ce pouvoir spirituel dans la réalité matérielle. Il le fait à travers son corps, raison pour laquelle on le voit désigner le sol avec son doigt. Et le magicien utilise le rituel, d'abord pour contacter les forces spirituelles, et ensuite pour les ancrer et manifester leurs effets dans la réalité. Aleister Crowley, que je vous ai cité la dernière fois, il dit « La magie, c'est l'art et la science de faire advenir le changement conformément à la volonté ». L'actrice Florence Farr, qui faisait partie aussi de la Golden Dawn à l'époque, avait une autre définition que je trouve très belle. Elle dit « La magie, c'est l'expérience délimitante », dans le sens « enlever les limites ». C'est ce qu'on comprend avec la carte du monde, d'ailleurs. C'est la dernière carte du tarot qui représente la réalisation finale, le fait de se rendre compte que finalement nous ne sommes pas juste je, mais nous sommes en réalité le monde, c'est-à-dire que nous faisons l'expérience de l'unité, la prise de conscience que finalement tout est un
et que donc nous sommes autant Dieu que le monde. Et si nous sommes tout, si tout est un, alors nous pouvons faire ce que nous voulons. Et pour elle, pour Florence Farr, la magie, c'est retirer les limitations que nous pensons que les lois de la matière nous imposent. Si je suis juste moi et rien d'autre, parce qu'il y a moi d'un côté et le monde de l'autre, je ne peux pas tout faire. Mais si je me rends compte par l'éveil de la conscience que tout est un et que donc je suis le monde, alors je peux agir dessus. Alors je peux agir sur tout. Et dire cela, c'est très mystique. À mon avis, on comprend bien le mélange entre ce mysticisme ancien et la psychologie quand on le voit de la façon suivante. La psychanalyse, qui commence à cette époque-là, nous apprend que la névrose, c'est le fait que notre inconscient nous mette malgré nous dans des situations où il va nous arriver des ennuis, en gros. Mais comme c'est notre inconscient qui fait ça, par définition, nous n'en avons pas conscience. On a donc bien l'impression que les ennuis nous arrivent, entre guillemets, comme par magie, puisqu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait pour les faire arriver. Par exemple, imaginez, on peut se dire, c'est tout de même dingue, je rencontre toujours le même type de mec, il me fait toujours souffrir exactement de la même manière, c'est comme si j'étais maudite. Aujourd'hui, on sait bien que non, on sait que ça n'est pas une malédiction, que ces hommes-là n'apparaissent pas juste devant nous par magie, c'est qu'inconsciemment, on va aller chercher ce type d'homme bien précis et on va même pas voir les autres. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, on essaye de résoudre un problème qui nous a fait souffrir dans notre passé et qu'on voudrait se redonner une chance de régler. C'est pour ça qu'on est dans un schéma de répétition. La Golden Dawn, ce sont des magiciens qui se disent, tiens, si notre inconscient peut nous attirer des ennuis comme par magie, ce serait bien qu'il puisse aussi nous attirer les choses qui nous arrangent, par magie, de la même façon. Et donc, pour obtenir les effets que nous désirons, nous, en tant que magiciens, il suffit d'agir sur notre inconscient ou agir sur les forces psychiques qui nous entourent, c'est la même chose. Ce ne sont que deux façons différentes de dire la même chose, que ce soit très clair. Et pour agir sur l'inconscient, la meilleure manière, c'est par le rituel. Pourquoi ? Parce que le rituel, c'est une suite de symboles. C'est aussi un moment particulier, un moment où on atteint des niveaux de conscience très très différents de ceux de la vie quotidienne. Donc ça marche bien. Bref, dans le rituel, le magicien s'entoure des symboles de ce qu'il veut réaliser. Il invoque une force psychique correspondant à ce qu'il veut réaliser, par exemple, je sais pas, la connaissance, l'éloquence, la puissance, ce que vous voulez. Pendant le rituel, il incarne cette force, c'est-à-dire qu'à un moment, il se prend pour cette force. C'est ça l'invocation, c'est ça la magie invocatoire, c'est ça la magie théurgique. Et après le rituel, le magicien ne se prend plus pour le dieu ou la force particulière qu'il a invoquée, mais quelque chose a changé en lui, sans doute parce que quelque part, son inconscient se prend encore pour cette force. Et donc il peut, comme par magie, bénéficier de ce pouvoir, faire preuve de cette force par la suite dans son quotidien, exactement comme un névrosé souffre sans le comprendre des symptômes que lui envoie son inconscient, sauf que chez le magicien, c'est voulu et c'est maîtrisé. Et si un jour vous avez l'occasion de voir un rituel comme ça, vous pourrez peut-être constater que tout le but de ce rituel, c'est de faire passer le praticien à un autre niveau de conscience, dans lequel son inconscient sera ouvert au fait d'intégrer les symboles et les forces spirituelles qu'on a invoquées, pour que plus tard, le rituel terminé, ils puissent profiter de leurs effets concrets. Et cette pratique magique, à mon avis, c'est une sorte de yoga de l'esprit, où on apprend à travailler l'esprit et la conscience de façon extrêmement poussée pour réaliser des choses que la conscience seule, avec ses croyances limitantes, ne peut pas envisager. Alors, dans le fait d'incarner des forces psychiques, dans le fait de s'entourer de symboles, en fait, vous reconnaissez là tout ce qu'on voit raconter aujourd'hui en ésotérisme, notamment sur les réseaux sociaux. Faites-vous un hôtel avec les symboles qui vous rappellent l'élément sur lequel vous voulez travailler. Faites-vous des rituels personnels avec ces symboles. La loi de l'attraction, tout ça, c'est witchy, c'est tendance, mais c'est la Golden Dawn qui l'a inventé. La Wicca, c'est une reprise plus féministe, repackagée avec du paganisme qui date des années 70, mais c'était basé sur les enseignements de la Golden Dawn, parce qu'ils sont puissants. Alors là, je vous ai parlé des rituels et j'ai essayé une description de ce qu'ils font en termes psychologiques. Mais à la Golden Dawn, on ne se contente pas de faire du rituel pour le rituel. Leur but, c'est pas un but de magicien de bas étage comme le battleur. Leur but, ça n'est pas d'avoir de simples pouvoirs magiques, c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc là, faites attention, on arrive au passage où je vais balancer les grands secrets initiatiques, ok ? Et je le dis pas avec ironie. Mais comme toujours avec ces choses-là,
il y a une énergie spéciale autour. Il y a l'énergie du trickster. J'ai un épisode là-dessus, regardez dans mes chroniques sur le magicien. Ce type de secret-là peut se cacher à des endroits très imprévus, très bizarres, très surprenants, parfois incongrus. Et d'ailleurs, il y a des très grandes chances pour que vous ayez déjà rencontré le plus grand secret initiatique de la Golden Dawn d'ailleurs, mais que vous n'ayez pas reconnu ce que c'était au moment où vous l'avez vu, parce qu'il s'est montré de façon invisible. Alors, je fais bien le teasing là. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un film des Monty Python qui s'appelle Le sens de la vie? C'est un film de Terry Jones qui est sorti en 1983. C'est une série de sketchs humoristiques très très outrés. C'est une suite de réflexions absurdes sur le sens de la vie, mais sous acide. Et alors, au milieu du film, il y a une scène absolument dingue où l'un des acteurs donne le grand secret initiatique ultime de tout l'ésotérisme occidental, complètement l'air de rien, avant de passer complètement à autre chose, et personne ne comprend ce qu'il dit à ce moment-là. Alors, je vais vous la faire écouter dans l'original en anglais, que vous entendiez l'ambiance. Ça va durer une vingtaine de secondes, puis je vais vous la traduire en français. C'est une scène qui se passe dans les bureaux de la très grosse corporation d'Amérique. C'est le comité exécutif, ils sont tous en costume cravate, hyper sérieux. Ils discutent très sérieusement de leur ordre du jour, c'est des trucs capitalistes. Il y en a un qui va commencer à parler, et tout le monde va très rapidement avoir les yeux qui partent dans le vide parce qu'ils comprennent pas ce qu'il dit, c'est ennuyeux, et donc ils vont arrêter d'écouter, et au final, ils auront raté le secret absolu du sens de la vie, donc c'est absolument hilarant. Donc voilà l'extrait. Item 6 on the agenda, the meaning of life. Now, Harry, you've had some thoughts on this? That's right, yeah. I've had a team working on this over the past few weeks, and what we've come up with can be reduced to two fundamental concepts. One, people are not wearing enough hats. Two, matter is energy. In the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive. Some energies have a spiritual source which act upon a person's soul. However, this soul does not exist ab initio, as Orthodox Christianity teaches. It has to be brought into existence by a process of guided self-observation. However, this is rarely achieved owing to man's unique ability to be distracted from spiritual matters by everyday trivia. What was that about hats again? Oh, people aren't wearing enough. Alors, ils disent item numéro 6 à l'ordre du jour, le sens de la vie. Harry, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet? Et donc lui, il répond, oui, j'ai une équipe qui a travaillé dessus ces dernières semaines. Et ils ont dégagé 2 points fondamentaux. Premièrement, les gens mettent pas assez de chapeaux. Deuxièmement, la matière, c'est de l'énergie. L'univers contient de nombreux champs énergétiques que nous ne percevons pas normalement. Certaines énergies sont de source spirituelle et agissent sur l'âme humaine. Et cependant, et alors attention, c'est là qu'il donne le secret, attention, cette âme humaine n'est pas un donné en soi, contrairement à ce qu'enseigne l'orthodoxie chrétienne, il faut plutôt l'amener à l'existence. Et cela se fait via un procédé d'auto-observation guidée. Néanmoins, on y arrive rarement à cause de la propension qu'a l'homme à se laisser distraire par des conneries. Et là, l'autre gars lui demande, mais qu'est-ce que tu disais sur les chapeaux? Ok, donc on n'a rien compris. C'est un passage qui est vraiment très dense, et on le comprend pas si on l'écoute comme ça d'un coup. C'est pour ça que c'est vraiment amusant, parce que la blague, c'est qu'il dévoile vraiment tout le secret, mais si on n'est pas déjà initié, alors on comprend pas de quoi ça parle. Le secret n'est pas vraiment dévoilé. Néanmoins, c'est un résumé parfait de tout l'occultisme occidental tel qu'il a été relancé et recréé par la Golden Dawn, donc je vais essayer de vous l'expliquer pour que le secret soit plus clair. Alors il dit, on ne naît pas avec une âme, on se la développe. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début de notre vie, on a très peu de conscience de nous-mêmes, on réagit. On fait ce qu'on est censé faire, ou on fait ce qui nous vient, sans se poser la question de pourquoi on fait cela, sans se poser la question de savoir si on ne voudrait pas faire autre chose. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, la femme qui sort toujours avec le même type d'homme qui la rend malheureuse. Ah oui, parce que quand je dis au début de notre vie, je dis pas jusqu'à nos 3 ans, hein, je dis parfois jusqu'à nos 40, 50, 70 ans. Hein. Donc, cette femme qui sort toujours avec le même type d'homme qui la fait toujours souffrir de la même façon, parce que quand elle les rencontre, elle tombe amoureuse et elle se met avec, point. Cet homme arrive, je suis attirée par lui, donc je me mets avec, point. Et après, ça se passe mal. Il n'y a pas de conscience de soi là-dedans. On peut même dire que la personne est une sorte de marionnette.
c'est sa névrose de le faire, donc elle le fait. Il y a sans doute un trauma derrière, le trauma fait qu'elle doit faire ça, donc elle le fait. Et il n'y a pas de conscience de ce qui se joue. La personne ne se rend pas compte qu'elle fait quelque chose qui la fait souffrir, et elle le refait, et elle le refait, et elle le refait. On peut donc dire, si on va un peu loin, que la personne n'existe pas. En tout cas, pas en tant qu'individu libre. Parce que tout ce qu'il se passe dans cette histoire, c'est déterminé par le fait qu'elle a eu un traumatisme au départ, ça c'était pas un choix de sa part. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de conscience parce que le traumatisme continue de refonctionner tout seul, en roue libre. Il n'y a pas cette étincelle de liberté qui fait qu'on peut vivre une vie qui soit vraiment la nôtre. On est un peu comme un robot cassé, quoi. Imaginons maintenant que cette personne en ait assez de souffrir et que tout d'un coup, elle ait une illumination. Tout d'un coup, elle se rend compte que, bon sang, elle répète toujours le même schéma, ça va pas du tout. Alors, imaginons, elle décide d'aller chez le psy, et là, elle examine son comportement avec attention pour comprendre ce qui se joue derrière toutes ces actions qui finissent toujours par la faire souffrir. Et là, on peut imaginer que grâce à son psy, elle comprenne que ce qui se joue là-dedans en réalité, c'est la relation avec son père. Parce que quand elle était petite, elle n'a pas réussi à le sauver de l'alcoolisme, par exemple. Alors, à chaque fois qu'elle rencontre un homme qui est un peu abîmé de la même façon que son père, elle est attirée parce que son inconscient se dit peut-être si j'essaye encore une fois, si je me donne encore une chance, cette fois-ci, celui-là, j'arriverai à le sauver, c'est-à-dire j'arriverai à sauver mon père. Et donc, on peut imaginer que la personne, chez son thérapeute, elle comprend ça et ça lui fait comme un électrochoc. Elle se rend compte que c'est ça qu'elle essayait de faire, mais qu'elle ne peut pas sauver son père à travers d'autres hommes qui n'ont rien à voir. Et donc, elle décide de briser le cycle, c'est-à-dire qu'elle fait un choix conscient. Elle décide d'agir de façon non pas à se retrouver en échec et à souffrir comme d'habitude, mais de façon à construire une vie qui serait la sienne, c'est-à-dire qu'elle aurait choisi elle-même, et pas que son traumatisme aurait choisi pour elle. Et là, elle se met à exister en tant qu'individu, et pas en tant que mécanisme, pas en tant que robot qui répète toujours le même comportement. Et là, il y a de la liberté. Donc on peut dire que cette personne-là est en train de se constituer une âme, qu'elle est en train de se créer elle-même en tant qu'individu libre, de créer la conscience dont elle a besoin pour prendre des décisions conscientes. Et pour la Golden Dawn, c'est ça. Le but de la vie, c'est ça. Se constituer son âme, c'est-à-dire devenir de plus en plus libre, d'abord en se libérant des névroses, des traumas, des injonctions, des influences qui nous empêchent de prendre des décisions libres. Ensuite, en avançant dans le côté mystique, en se rendant compte que tout est réellement un. Et dans la scène que je vous ai passée, il dit que la matière, c'est de l'énergie. Donc, il n'y a pas de différence entre nous, qui sommes des créatures avec un corps fait de matière, et les forces psychiques, les esprits, les dieux. Et comme il n'y a pas de différence entre nous et les dieux, puisque tout est un, alors on peut terminer cette création d'âme en nous rendant compte que nous sommes libres de tout faire, absolument tout, puisque nous avons la liberté des dieux. Et ça, c'est la magie. Donc, on accède au pouvoir de la magie quand on a compris que tout était un, puisque si je suis tout, alors je peux tout. Mais pour comprendre que tout est un, il faut d'abord avoir compris qu'on existait. Donc, il faut avoir accédé à la conscience de soi réflective, ce qui n'est pas un donné évident du tout. Il faut le travailler, c'est très difficile. En d'autres termes, il n'y a d'âme que là où il y a de la conscience, et on n'existe pas si on ne travaille pas sur soi. On n'est plus qu'un robot. Alors, l'initiation à la Golden Dawn, c'est un rituel où l'adepte promet de s'unir avec son moi supérieur, son génie divin. Et on le fait passer à ce moment-là par tout un tas d'actions symboliques pour ancrer cette idée en lui dans son inconscient, de façon à l'aider à mettre en place cette habitude d'auto-observation sans trop se laisser distraire par des conneries. Le but des premiers grades de cette organisation-là, ils le disent, c'est de devenir déjà, je cite, un homme parfait ou un grand homme. C'est-à-dire ce qu'on devient quand on a terminé de travailler sur soi et qu'on s'est libéré de toutes les entraves, les réflexes non réfléchis qui agissent à notre place et font de nous des marionnettes, pour, au contraire, devenir vraiment libre. Et ensuite, les grades secondaires à la Golden Dawn vont plus loin. Ils disent, dans l'ordre secondaire, nous sommes toujours humains, mais plus seulement. Nous nous efforçons d'être surhumains, c'est-à-dire divins. Donc, dans ce deuxième ordre, dans ce deuxième level, on travaille non plus sur soi, mais sur l'expérience mystique de l'unité avec tout, et c'est ça qui rend possible la magie.
En réalité, le but ultime de la Golden Dawn, c'est de faciliter l'évolution de l'espèce humaine, un individu à la fois, dans le sens d'abord de plus de liberté, et ensuite dans le sens d'accéder à la divinité qui est déjà en nous, sans que nous ne nous en rendions compte. Et les idées du New Age qui sont venues après, dans les années 1970, elles viennent directement de là. Le New Age, c'est quoi? C'est l'âge où les consciences s'éveillent, c'est-à-dire où on arrive à se connecter au divin, au lieu de rester le jouet de nos bas instincts et de nos croyances. Alors la façon dont la Golden Dawn prépare cela, c'est tout simplement à travers un curriculum qui va du tarot au voyage astral en passant par la Kabbale et l'astrologie, parce que tout ça, ce sont des outils qui nous aident à améliorer notre conscience de nous-mêmes de différentes façons pour nous rendre plus libres. C'est ça que nous faisons aujourd'hui avec le tarot psychologique. Un bon tirage, c'est quoi? C'est un tirage qui nous permet de comprendre ce qu'il se joue vraiment dans notre situation. Donc, qui nous aide à prendre une décision en toute conscience, qui nous aide à décider ce que nous voulons vraiment faire, plutôt que de nous laisser juste réagir aveuglément à une situation qu'on comprend pas, ou plutôt que de nous laisser juste agir comme les influences qui pèsent sur nous veuillent qu'on agisse. C'est pas pareil. Voilà, j'ai essayé ici de vous dévoiler les secrets des sociétés initiatiques du mieux que je peux. Ce sont des idées que je trouve extrêmement belles, des enseignements extrêmement puissants, aussi très exigeants, mais l'être humain a une forte propension à se laisser distraire par des conneries, et les secrets initiatiques sont toujours accompagnés par l'énergie du trickster, par l'énergie du dieu trompeur, qui a tendance à renverser les choses sur la tête de façon ironique. Donc, non seulement les membres de la Golden Dawn n'y étaient pas immunisés, mais en plus toute l'organisation a fini par exploser plusieurs fois à cause de querelles et de rivalités d'une bêtise vraiment absolue, d'attitudes puériles, hystériques et parfois aussi vraiment crétines, quoi. Et alors je ne résiste pas au plaisir de vous le faire vraiment vite fait. D'abord, celui qui avait trouvé les manuscrits, il meurt, donc la question de savoir qui va être chef se pose entre les deux qui restent. Les deux qui restent, c'est Matters et Westcott. Matters l'occultiste et Westcott le médecin. Donc d'abord, Matters essaye de comploter contre tout le monde pour devenir le vrai chef. Et il se trouve que tout ce qu'il faisait était financé par une personne très riche du nom de Annie Horniman. Et à un moment, elle lui dit, écoute, tu passes tout ton temps à manigancer, à comploter pour être chef au lieu de travailler sur les secrets de l'occultisme alors que je te paye pour ça, donc ressaisis-toi. Et Matters lui répond ah, tu me dis ça pour affaiblir mon autorité, donc c'est la preuve que toi aussi tu es contre moi. Il pique une crise de rage, il envoie à tout le monde un manifeste qui exige la soumission complète de tous les membres à son autorité à lui. Et donc Annie Horniman refuse de signer, donc il l'excommunie, donc elle lui coupe les vivres. Donc déjà on fait moins les malins dans le groupe parce que s'ils ont plus de sous, c'est à cause de Matters. Donc ça c'est la première connerie. Deuxième connerie, en 1897, Westcott, le médecin légiste, il prend un taxi et il oublie dedans les documents hyper importants sur les rituels de l'ordre. Et alors déjà, bon, comme c'est une société secrète, ils sont en colère de savoir que leurs secrets se baladent dans la nature, et surtout, ça fait que ça se sait que Westcott fait partie d'un groupe d'occultistes qui fait des rituels chelous, alors qu'il est médecin légiste. Donc ça fait pas sérieux, il risque de perdre son poste. Donc, il démissionne de son poste à la tête de l'ordre. C'est Florence Farr, l'actrice, qui prend la tête à sa suite. Le problème, c'est que c'était lui qui faisait tout le travail administratif dont on avait besoin pour garder la trace de qui était initié à quel grade et à quel moment. Et sachant qu'il y avait plein de niveaux, fallait vraiment le noter, quoi. Et donc, ça marche plus du tout. En 1900, c'est le bordel, Florence Farr n'en peut plus, surtout que Matters n'arrête pas d'essayer d'être chef à sa place, c'est insupportable. Et en plus, comme il n'y a plus de suivi cohérent, tout est en train de partir à volo, on n'en peut plus, elle suggère de dissoudre l'ordre parce que ça n'est plus possible. Et Matters, il en déduit que c'est une conspiration, il en déduit qu'elle fait ça complotisme parce qu'elle veut réinstaurer Westcott comme nouveau chef. Alors Matters décide de frapper un grand coup. Il révèle que la fameuse comtesse allemande dont les manuscrits portaient l'adresse, par l'autorité de qui ils avaient pu monter une vraie société initiatique en lien avec les maîtres secrets, tout ça, et il révèle que ça n'était qu'une pure invention de Westcott pour se faire mousser, ce qui était quand même évident depuis le début, mais ça surprend tout le monde. Et il y a des rébellions. Alors Crowley, le magicien, part en émissaire pour le compte de Matters, dans le but de bouter les rivaux hors de leur temple et d'en prendre possession. Alors il y va et ça fait une scène absolument rocambolesque. Il se met à changer les serrures en portant un masque d'Anubis. Pourquoi? Pour se protéger des attaques magiques.
Alors les mecs l'attrapent, ils le foutent dehors physiquement, bref, c'est n'importe quoi, faut absolument en faire un film. Donc on a deux groupes qui se séparent. Et en 1901, dernier scandale, il y a un couple de charlatans qui arrive. C'est un homme et une femme. Et on ne sait pas comment ils arrivent à convaincre Mathers que la femme, c'est la vraie comtesse allemande des maîtres secrets. Et alors, donc c'est là que c'est complètement délirant parce que cette comtesse-là, c'était évident qu'elle n'existait pas. Mathers a dit à tout le monde qu'elle n'existait pas, mais ça se trouve, il avait juste inventé le fait qu'elle n'existait pas, alors que par ailleurs, par hasard, elle n'existait quand même pas. Donc il les croit. Il croit que c'est vraiment la comtesse. Et donc il les laisse rentrer. Et eux montent un groupe à eux, ils montent un sous-groupe de la Golden Dawn. Et ils se targuent d'utiliser de la magie sexuelle à la Crowley. Mais en réalité, c'est pas de la magie sexuelle, c'est juste de l'abus sexuel. En réalité, ils abusent de leurs initiés. Et donc, ils sont arrêtés par la police. Et quand ils sont arrêtés par la police, ils disent que c'est eux la vraie Golden Dawn. Donc, scandale absolu, quoi. Bref, donc, personne n'en peut plus. En 1903, on a un schisme, tout ça se sépare vraiment en deux. Ça devient, d'un côté, une branche mystique, concentrée sur les rituels magiques et les pouvoirs paranormaux, et d'autre côté, une branche spirituelle qui est concentrée sur l'étude et la réflexion intellectuelle. Et c'est Arthur Waite qui récupère le lead de la branche intellectuelle, et bien malgré lui d'ailleurs, parce que c'était dans toute cette affaire, c'était le seul à pas vouloir être chef. Bref, du côté mythique, un certain Israël Regardi, qui est l'ancien secrétaire de Crowley, il rentre et il se met à prendre des notes. Et là aussi, ça devient assez vite n'importe quoi. Le groupe s'appelle l'Étoile du matin et les chefs finissent tous par se gargariser d'avoir atteint des grades spirituels hyper élevés, alors qu'ils comprennent même pas les enseignements de base, quoi. En gros, les enseignements de base à ce moment-là, c'est comment faire un tirage à 3 cartes. Donc, très clairement, la Golden Dawn est en train de mourir. Mais heureusement, au moment où tout s'écroule, Israël Regardi, qui a pris des notes, publie les rituels et les enseignements. Et comme ça, il les sauve de l'oubli. Et c'est grâce à lui que l'influence de la Golden Dawn a pu continuer à s'étendre dans l'ésotérisme occidental, malgré sa dissolution dans les conneries. Et donc aujourd'hui, on retrouve ces enseignements un peu partout, notamment dans des œuvres majeures de la culture populaire. Je vous ai dit tout à l'heure que leur but, c'était d'aider l'humanité à aller vers le divin à travers des rituels symboliques, ayant pour but de créer les conditions magiques de cette divinisation de l'homme. En gros, Aleister Crowley, il a même écrit un roman là-dessus qui s'appelle Moonchild. C'est l'histoire d'un couple de magiciens qui essayent de créer un nouveau Christ en prenant garde à ce que la femme tombe enceinte dans des conditions particulièrement magiques. Et le but de ce nouveau Christ, c'est de guider l'humanité pour la libérer des ténèbres. Et cet archétype de l'avatar né pour sauver le monde et qui doit souvent affronter des magiciens noirs pour ça, on retrouve ça dans Star Wars, on retrouve ça dans Harry Potter, on retrouve ça dans les Bene Gesserit de Dune, cet ordre de prêtresses qui travaille pendant des siècles à faire naître un être surhumain dont le destin va être de guider l'humanité. C'est exactement, littéralement la même chose. On retrouve le mélange entre mysticisme et psychologie dans tous les rituels witchy qui sont très à la mode en ce moment, ce qui crée des tendances qui elles-mêmes inspirent d'autres tendances, notamment dans la littérature young adult, etc. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous baignons constamment dans des idées qui viennent en droite ligne de cette société secrète un peu bizarre que j'ai essayé de vous dévoiler un peu aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai passé du temps sur le contexte dans l'histoire des idées pour qu'on comprenne bien que la Golden Dawn n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, mais qu'elle s'inscrit bien à un moment précis où on est en recherche de sens spirituel tout en ayant une conception scientifique de la manière dont fonctionne l'esprit. J'ai essayé de vous donner une idée de la qualité des personnes qui pouvaient la composer et de leur influence importante avant que tout ne soit démoli par des querelles idiotes de gamins de 4 ans. Et surtout, j'ai essayé de vous présenter l'idée fondamentale qu'ils nous ont transmise avant leur chute, parce que c'est une idée qui peut changer une vie et c'est la clé de l'ésotérisme occidental. Je vous laisserai quelques références de livres dans les notes de l'épisode, tant les livres d'histoire qui m'ont aidé à écrire cette chronique que les quelques romans que j'ai cités pour les amateurs de magie et de fantastique. Alors, je vous souhaite encore une fois un bon travail, de bonnes lectures et de belles découvertes. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!